tu les as déjà vus. Cette personne assise seule dans un café, sirotant un café avec un livre ouvert devant elle, mais tournant à peine les pages. Ou celle qui marche dans le parc au coucher du soleil, les écouteurs dans les oreilles, le regard fixe, le visage impassible. Être-ce ce collègue qui mange toujours seul à midi, ou cet ami qui annule des plans, pas juste une fois, mais régulièrement, simplement pour passer du temps seul. Et cette pensée s'insinue, est-ce qu'il ou elle va bien, parce que quelque part en cours de route, on nous a appris que le fait d'être seul est un problème à résoudre, que la solitude équivaut à de la tristesse, que quelqu'un qui choisit d'être seul doit forcément se sentir seul, exclu ou même cassé. Et d'une certaine manière, cela semble logique. Nous sommes programmés pour la connexion. Depuis notre plus jeune âge, on nous dit de bien jouer avec les autres, de nous faire des amis, de travailler en équipe. Tout notre tissu social repose sur l'idée de faire partie d'un groupe. Alors quand quelqu'un sort de ce rythme, quand il semble heureux dans sa propre compagnie, cela paraît étrange. On ne sait pas trop quoi en faire. Et souvent, on suppose le pire, être qu'il ou elle est socialement maladroit. Il ou elle ne doit pas avoir beaucoup d'amis. Je me demande s'il ou elle est déprimé. Rarement on pense être qu'il ou elle est exactement là où il ou elle souhaite être. Soyons honnêtes. Dans notre culture, la solitude n'est pas seulement incomprise, elle est considérée comme un signal d'alarme. On nous dit constamment de nous montrer, de réseauter, de construire notre image. Si vous ne partagez rien, si vous ne mettez pas à jour vos statuts, si vous ne répondez pas, si vous n'êtes pas visible, vous commencez à vous sentir invisible. Cela n'aide pas que tant de notre estime de nous-mêmes soit aujourd'hui mesurée publiquement. Les likes, les abonnés, les commentaires, le regard des autres, la validation par des inconnus. Dans ce genre d'environnement, quelqu'un qui choisit de se déconnecter est souvent perçu comme déconnecté, ou pire, comme sans importance. Mais la solitude n'est pas un signe de faiblesse, c'est une remise à zéro, un refus d'être consommé. Et dans ce piège de la visibilité, la solitude devient suspecte, comme si vous aviez quitté la course, comme si quelque chose avait mal tourné. Mais si ce n'était pas le cas, et si la solitude n'était pas un signe de manque, mais plutôt de présence, certaines personnes choisissent d'être seules, pas parce qu'elles sont brisées ou amères, pas parce qu'elles ne peuvent trouver personne avec qui être, mais parce que la solitude leur donne quelque chose que la compagnie constante ne pourra jamais leur offrir. La clarté, la profondeur, la paix. Elles n'ont pas besoin de plus de bruit dans leur vie. Elles en ont eu assez de faire semblant, assez de bavardage superficiel, assez d'être toujours allumées. La solitude est l'endroit où elles peuvent respirer, où elles se souviennent de qui elles sont. Ce n'est être pas l'absence de connexion. C'est être le début de quelque chose de plus vrai. Alors, arrêtons-nous un instant, avant de juger, avant de diagnostiquer, avant de supposer. Posons une meilleure question. Et si la solitude n'était pas un signe de faiblesse, mais de force? Voici donc la véritable question. Pourquoi certaines personnes choisissent-elles délibérément d'être seules? Parce que lorsque vous retirez toutes les suppositions, il y a une forme de courage dans la solitude. Pas le genre de solitude qui vous surprend dans une pièce vide, mais celui dans lequel vous entrez volontairement, pleinement éveillé. On a tendance à penser à la solitude comme à quelque chose de passif, quelque chose qui vous arrive. Mais pour beaucoup, ce n'est pas un état dans lequel ils tombent. C'est un espace qu'ils créent intentionnellement, encore et encore. C'est un acte de sculpteur de la clarté mentale dans un monde qui ne cesse jamais de parler. Et ce qui est vraiment surprenant, c'est que ce n'est pas toujours une question de besoin de recharger ses batteries. Ce n'est pas toujours lié à l'introversion ou au sentiment d'être dépassé. Parfois, il s'agit simplement de vouloir plus d'honnêteté dans sa journée, plus d'espace pour réfléchir, plus de silence au milieu du bruit. La solitude vous offre quelque chose de rare dans le monde moderne, le contrôle de votre attention. Personne d'autre ne façonne vos pensées, personne d'autre ne définit votre rythme. C'est une occasion de prendre du recul par rapport à la mise en scène permanente et de se demander « qu'est-ce que je pense vraiment ? Qu'est-ce que je ressens vraiment ?» Pour certaines personnes, la solitude n'est pas une fuite du monde, c'est un retour à elles-mêmes. Elles n'essaient pas de disparaître, elles essaient de se reconnecter à ce qui compte, à ce qui est réel, à qui elles sont quand personne ne regarde. C'est une idée radicale dans un monde obsédé par le contact permanent, où la connexion est une monnaie d'échange, où si vous n'êtes pas disponible, on vous perçoit comme indisponible. Et si vous n'êtes pas entouré, c'est que vous manquez quelque chose. Mais, et si ce n'était pas le cas?
Et si vous étiez en train de protéger quelque chose? Il y a une citation de Marc Aurèle qui dit « Nulle part l'homme ne trouve de retraite plus calme et plus paisible que dans son âme ». Et c'est exactement ce qu'est la solitude pour certaines personnes. Une retraite, non pas loin des autres, mais loin de tout ce qui les éloigne de qui elles sont. Un lieu pour se réaligner. Un lieu pour se souvenir. Il ne s'agit pas de devenir un ermite. Ce n'est pas un rejet de la connexion. C'est simplement un espace intentionnel, un espace pour entendre ses propres pensées sans interférence, pour exister sans être modifié, pour vivre, ne serait-ce que brièvement, sans jouer un rôle. Et une fois que vous réalisez cela, la question change. Ce n'est plus « pourquoi quelqu'un choisirait-il d'être seul ?» mais « comment pourrait-il ne pas le faire ?» Dans cette vidéo, nous allons donc prendre cette question au sérieux. Nous allons examiner la solitude, non comme un échec social, mais comme quelque chose de plus riche, de plus profond, voire de philosophique. Nous allons explorer pourquoi certaines personnes choisissent d'être seules et pourquoi ce choix pourrait bien être l'un des actes les plus humains qui soient. Et peut être, juste peut être, que cela ne concerne pas le fait de se retirer de la vie, mais d'y entrer pleinement, sans tout le bruit. Parce que parfois, la chose la plus bruyante au monde, c'est votre propre silence, qui demande à être entendu. Commençons par quelque chose qui pourrait vous surprendre. La solitude n'est pas une anomalie moderne, c'est une quête ancienne. Bien avant les smartphones et les agendas surchargés, les gens cherchaient déjà le calme. Mais pas parce qu'ils étaient antisociaux, parce qu'ils poursuivaient quelque chose de plus profond. Prenez les stoïciens, par exemple. Marc Aurèle, un empereur romain, écrivait constamment sur la solitude, non pas comme un isolement, mais comme un refuge intérieur. Nulle part l'homme ne trouve de retraite plus tranquille et plus paisible que dans son âme. Il ne parlait pas de fuir la vie, mais de rentrer en soi, dans la clarté. Pour les stoïciens, la solitude n'était pas un retrait, c'était une discipline, un moyen de revenir à la raison quand le monde devenait chaotique. Ils croyaient que la paix ne vient pas du contrôle du monde extérieur, mais de la maîtrise de son monde intérieur. Et la solitude était l'environnement où cette maîtrise pouvait émerger. Sénèque, un autre philosophe stoïcien, disait qu'un homme est malheureux, même s'il règne sur le monde, s'il ne se considère pas comme profondément heureux. Autrement dit, aucune reconnaissance sociale ni aucun succès extérieur n'a de valeur si vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Et comment savoir si vous l'êtes? Il faut faire silence, aller vers l'intérieur, passer du temps seul. Et puis il y avait Épictète, qui enseignait que la liberté vient d'apprendre ce qui est en notre pouvoir et de lâcher prise sur le reste. La solitude, dans cette perspective, devient une forme de libération. Pas de distraction, pas de mise en scène, pas de faux semblants. Juste vous, face à ce qui est réel. Cette idée n'était pas propre au stoïcisme. À l'autre bout du monde, dans une tradition complètement différente, le Bouddha s'est assis sous un arbre, en silence, jusqu'à ce qu'il trouve la vérité. Les moines de nombreuses cultures se retirent dans la solitude, non pour rejeter l'humanité, mais pour mieux la comprendre. Le silence n'est pas une punition, c'est une pratique. Même Thoreau, des siècles plus tard, dans la nature sauvage américaine, ne fuyait pas la société, il l'observait à distance. Il écrivait « Je suis allé dans les bois parce que je souhaitais vivre délibérément ». Sa solitude n'était pas passive, elle était investigatrice, une manière de prêter attention. Et les échos modernes de cette quête ne manquent pas. Des écrivains comme Virginia Woolf qui réclamaient avec force une chambre à soi. Ou le poète Rainer Maria Rilke qui considérait la solitude non comme un fardeau, mais comme une nécessité spirituelle. Dans toutes ces traditions, la solitude n'était pas un luxe, c'était un élément essentiel, un contenant pour la pensée, la vertu, la transformation. On ne faisait pas qu'être assis seul, on aiguisait son esprit, son âme, sa compréhension du monde. Même dans le monachisme chrétien, les pères du désert se retiraient non pour fuir les autres, mais pour affronter le soi. Le silence était un creuset, un miroir, un lieu où les illusions tombaient. Dans la pratique zen japonaise, le silence n'est pas un vide, c'est une présence. Les salles de méditation sont silencieuses, non parce qu'il ne s'y passe rien, mais parce que tout y est. Dans ce calme, la conscience s'élargit, le monde ralentit suffisamment pour que la vérité puisse remonter à la surface. Alors, quand aujourd'hui quelqu'un choisit la solitude pas pour toujours, mais intentionnellement, il ou elle marche dans les pas de milliers d'années de quête. Peut être qu'il ne porte pas de robe ni ne récite de mantra, mais le geste est le même.
faire un pas en arrière, se recentrer, revenir avec quelque chose de vrai, à une époque où l'attention est fragmentée et où la distraction est monétisée, la solitude devient une rébellion sacrée. C'est une manière de reprendre possession de son esprit, non contre le monde, mais contre le bruit qu'il génère en nous. Alors, quand vous voyez quelqu'un assis seul sur un banc, dans une pièce ou sur une montagne, il ou elle n'est peu, être pas déconnecté du tout. Il ou elle est peu, être la personne la plus connectée de l'endroit. Et c'est là la puissance discrète de la solitude choisie. Ce n'est pas l'absence des autres, c'est la présence de soi. Si la philosophie nous donne les raisons profondes de la solitude, la psychologie nous aide à comprendre comment elle agit sur nous, comment elle influence notre esprit et pourquoi, pour certaines personnes, elle semble tout simplement juste. Carl Jung, le psychiatre suisse, a un jour dit quelque chose de profondément révélateur. La solitude ne vient pas du fait de n'avoir personne autour de soi, mais de l'incapacité à partager ce qui nous semble important. Laissez ça résonner un instant. Être seul et se sentir seul ne sont pas la même chose. Vous pouvez être entouré de gens et vous sentir complètement invisible. Et vous pouvez être assis seul, parfaitement épanoui, parce que vous êtes en alignement avec votre monde intérieur. C'est un grand changement de perspective. Certaines personnes recherchent la solitude non pas pour fuir la connexion, mais pour fuir la déconnexion. Elles sont fatiguées des relations superficielles, fragmentées, qui dominent tant la vie moderne. Le bavardage, la surstimulation, les conversations qui ne dépassent jamais la surface, tout cela finit par user. Les psychologues étudient ce phénomène depuis longtemps. L'une des voix les plus connues est Susan Cain, auteure du livre Quiet, qui explique que les introvertis ne sont ni timides ni antisociaux. Ils puisent simplement leur énergie à l'intérieur d'eux-mêmes. Être seul ne les épuise pas, cela les régénère. Et même si vous n'êtes pas introverti, la solitude a des bienfaits psychologiques prouvés. Elle augmente la créativité, améliore la concentration, aide à réguler les émotions. Les personnes qui passent régulièrement du temps seules, de manière intentionnelle, ont souvent une conscience de soi plus forte. Non pas parce qu'elles évitent les autres, mais parce qu'elles ont appris à s'écouter elles-mêmes. En fait, une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a révélé que les personnes capables de tolérer, voire d'apprécier la solitude, présentent souvent des niveaux plus élevés d'intelligence émotionnelle et d'autodiscipline. Elles ne fuient pas la vie, elles la gèrent avec plus de lucidité. C'est comme un entretien émotionnel. On se retire pour se réinitialiser, pour réfléchir, pour se recharger. Et quand on revient dans le monde, on est plus ancré. Et voici ce qui devient encore plus intéressant. Les personnes à l'aise avec la solitude ont souvent des limites plus solides. Elles sont moins susceptibles de se perdre dans les relations. Elles ne dépendent pas des autres pour définir qui elles sont. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Ce qu'on oublie souvent, c'est que la solitude ne fait pas que restaurer, elle révèle. Quand vous êtes seul, le bruit s'estompe. Vous commencez à remarquer à quel point vos pensées sont empruntées, à quel point votre comportement est influencé par les gens qui vous entourent. Seul, vous pouvez vous demander « Est-ce que c'est vraiment moi ou juste la version de moi que je joue ?» C'est pourquoi la solitude peut être un outil si puissant pour l'introspection. Écrire dans un journal, marcher sans destination, s'asseoir avec une tasse de thé en laissant ses pensées se dérouler, ses petits gestes ne sont pas passifs, ils sont intentionnels, ils créent un espace pour la vérité. Même les extravertis, qui naturellement s'épanouissent dans la compagnie, bénéficient de moments de solitude. Pas parce qu'ils ont besoin de fuir les gens, mais parce que tout le monde a besoin de mettre au repos la partie de soi qui joue un rôle. Les personnes qui la choisissent régulièrement ont souvent un sens aigu de leur objectif. Elles ne perdent pas leur temps. Elles investissent dans l'alignement, dans la clarté, dans la paix. Et c'est ce que beaucoup de gens ne voient pas quand ils regardent quelqu'un assis tranquillement, seul. Ils voient une absence. Mais ce qu'ils observent réellement, c'est une présence. Et voici la partie qui renverse complètement le scénario. Dans le monde aujourd'hui, choisir la solitude n'est pas seulement incompris, c'est quasiment un acte de rébellion. Nous vivons dans une culture qui vénère la connexion, celle que l'on peut mesurer, monétiser, publier. Il y a une pression constante à être disponible, à mettre à jour, à être actif. Dans ce genre d'environnement, la solitude semble presque suspecte, comme si vous enfreigniez une règle non écrite. On nous a conditionnés à croire qu'une vie bien remplie est une vie bien occupée, que le silence est malaisant, que si vous ne participez pas,
vous passez à côté. Mais soyons honnêtes, qu'est-ce qu'on a peur de manquer, au juste? La vérité, c'est que la plupart de ce dont on est bombardé n'est pas significatif, c'est du bruit. Des notifications, des opinions, des algorithmes, du contenu conçu pour nous faire défiler, pas pour nous faire réfléchir. Et quelque part au milieu de tout ça, la solitude devient non seulement un soulagement, mais une forme de résistance. Quand vous choisissez d'être seul, vous faites quelque chose qui va à contre-courant du rythme du monde. Vous affirmez « Je n'ai pas besoin d'un flux constant d'informations pour me sentir vivant. Je n'ai pas besoin d'un public pour exister. » C'est radical. C'est pour cela que de plus en plus de personnes se tournent vers les retraites silencieuses, les détox numériques, le minimalisme. L'idée n'est pas de s'échapper du monde pour toujours, mais de se souvenir de ce que la vie ressent quand elle est silencieuse, quand elle vous appartient. Pensez à une retraite vipassana. 10 jours de silence, sans téléphone, sans parole, juste assis avec vos pensées. Des milliers de personnes le font volontairement chaque année. Pourquoi? Parce qu'au fond de nous, nous savons que nous avons perdu quelque chose dans le bruit, et que la solitude pourrait nous aider à le retrouver. Même les artistes, les penseurs des gens pourtant profondément expressifs, disparaissent souvent dans la solitude pour faire leur travail le plus authentique. Pas parce qu'ils se cachent, mais parce que c'est là que vit la clarté, dans le calme, dans l'espace entre les exigences. Mais ce choix ne semble pas toujours glamour. Il peut se sentir solitaire, au début. Le monde ne va pas vous applaudir pour vous être retiré. Il ne va pas valider votre silence. Au contraire, il va le questionner. C'est le prix à payer quand on descend du tapis roulant. Vous perdez en visibilité, mais vous gagnez en vision. On ne parle pas souvent du coût de la connexion permanente, mais il est réel. Épuisement, anxiété, perte de soi. Quand on est toujours en train de réagir, toujours branché, on cesse d'être soi. On devient une performance. Et peu à peu, on oublie qui on était avant que cette performance commence. La solitude interrompt ce cycle. Elle vous donne un espace pour cesser de jouer un rôle, pour recommencer à être. Même notre langage reflète notre inconfort avec la solitude. Des mots comme solitaire, reclus, portent une connotation négative. On les utilise rarement avec admiration. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce étrange de vouloir son propre espace, son propre rythme, retrouver sa propre pensée? La vérité, c'est que la solitude dérange l'ordre établi. Elle sort de l'algorithme. Elle refuse la mise à jour constante, l'identité soignée, la spirale réactive. Et pour cette raison, elle est puissante. Elle est aussi profondément humaine. Chaque culture a eu ses chercheurs, ses sages, ses marcheurs silencieux, qui se sont éloignés non pour fuir, mais pour aller plus profondément. On ne les reconnaît pas toujours dans le monde d'aujourd'hui, parce qu'ils ne publient pas ce qu'ils font. Ils le vivent, simplement. Alors, quand vous voyez quelqu'un faire ce pas, non seulement vers une solitude physique, mais aussi vers une solitude mentale, arrêtez-vous un instant avant de projeter sur lui de la solitude affective. Il ou elle peut être en train de suivre un chemin très ancien, tracé par la clarté, la présence, la paix. Cette personne ne s'est pas déconnectée du monde. Elle s'est reconnectée à elle-même. Revenons à cette personne assise seule dans le café. Même table, même calme, même air de solitude. Mais peut être que maintenant vous la voyez différemment. Peut être qu'elle n'est pas seule. Peut être qu'elle écoute quelque chose que le monde essaie sans cesse d'étouffer. La vérité, c'est que la solitude ne cherche pas l'attention. Elle ne joue pas. Elle est, tout simplement, et les gens qui la choisissent ne se retirent pas. Ils reviennent à quelque chose de plus calme, oui, mais aussi de plus vrai. Quand vous passez du temps seul, vous commencez à vous entendre plus clairement. Pas à vos peurs, pas à votre liste de tâches, pas à la version de vous façonner par les attentes. Juste vous, celui ou celle qui est sous le bruit. Et c'est pour cela que certaines personnes choisissent la solitude. Pas parce qu'elles ont abandonné le monde, mais parce qu'elles ont enfin arrêté d'essayer d'être partout à la fois. Elles ont cessé de se plier à toutes les normes sociales, à toutes les conversations, à toutes les exigences. Elles ont choisi d'être pleinement avec elles-mêmes, sans excuse. Il y a une puissance dans cela, une forme de douce insoumission. Parce que lorsque vous ne craignez plus d'être seul, vous cessez de courir après les mauvaises compagnies. Vous arrêtez de jouer un rôle pour obtenir de l'approbation. Vous commencez à choisir des relations qui sont vraies, et non simplement disponibles. Vous commencez à ne parler que lorsque vous avez quelque chose à dire, et vous écoutez davantage le monde,
les autres, vous-même. Marc Aurèle disait « L'âme est un refuge ». Et il avait raison, pas seulement d'un point de vue philosophique, mais de manière concrète et vécue. La solitude peut être un foyer. Non pas une cachette, mais un lieu de retour. Et ce retour vous transforme. Il fait tomber les couches, les masques, l'épuisement d'essayer d'être quelqu'un pour tout le monde. À la place, quelque chose de plus silencieux émerge. Pas un nouveau soi, mais celui que vous étiez trop occupé pour entendre. Lors peut être que la solitude ne consiste pas à fuir le monde, mais à y arriver, enfin, entier, sans filtre et pleinement éveillé. Parce que lorsque vous pouvez vous asseoir seul avec vous-même et ressentir la paix, vous avez trouvé quelque chose que la plupart des gens passent leur vie entière à chercher. La solitude ne fait pas que ralentir les choses, elle les aiguise. C'est là que les sentiments flous deviennent des pensées claires. C'est là que le bourdonnement constant de la pression s'estompe et que vous pouvez enfin vous poser les vraies questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qui suis-je quand personne ne me regarde? Dans le silence, la vérité émerge. Et voici ce qu'il y a de vraiment beau. La solitude ne signifie pas que vous n'avez pas besoin des autres, elle signifie simplement que vous n'avez pas besoin de tout le monde. Elle vous aide à choisir avec plus d'intention qui vous laissez entrer, à qui vous prêtez attention, qui mérite votre temps et qui ne le mérite pas. Ce n'est pas de l'isolement, c'est du discernement. Car le but n'est pas d'être seul pour toujours, mais de vous connaître suffisamment bien pour ne jamais vous sentir seul en votre propre compagnie. Et quand cela se produit, chaque lien que vous tissez devient plus réel. Chaque conversation devient plus profonde. Vous ne cherchez plus désespérément à appartenir. Vous offrez ce sentiment d'appartenance, ancré et entier. La solitude, alors, n'est pas la fin de la connexion, c'est son fondement. Alors voici la vérité tranquille. Certaines personnes choisissent d'être seules parce que c'est là que réside leur clarté, leur créativité, leur courage. Pas dans le bruit, pas dans la foule, mais dans le calme, dans ce silence qu'elles ont appris à écouter. Et peut être que le monde aurait bien besoin d'un peu plus de cela. Pas parce que nous n'avons pas besoin les uns des autres, mais parce que nous avons besoin de nous connaître nous-mêmes avant de pouvoir vraiment être là pour les autres. C'est cela, le cadeau de la solitude. Et il attend tranquillement toute personne prête à écouter. Alors oui, peut être que la solitude est le lieu où commence la clarté. Mais la clarté, seule, ne suffit pas. Vous pouvez rester des heures dans le calme, voir qui vous êtes avec une parfaite lucidité, comprendre exactement ce qui doit changer, et pourtant rester figé. Car rien ne change tant que vous ne changez pas. Si cette vidéo vous a aidé à voir la solitude sous un nouveau jour, pensez à cliquer sur « J'aime ». Cela me montre que ce genre de contenu compte. Et si quelqu'un dans votre vie a besoin d'un peu de paix, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. Et quand vous serez prêt à faire ce pas de plus, celui qui vous fait passer du savoir à l'action, cliquez sur la vidéo ici. Rien ne change tant que vous ne le faites pas. Il ne s'agit pas de faire plus. Il s'agit de commencer autrement. Je vous y attends.